Et si ce soir, nous nous envoyons en l'air ? Vous allez dire que c'est un peu trivial. Mais non, en l'air dans un avion. Et même plus, dans un avion de chasse. Aujourd'hui, je vous demande de vous arrêter, va incorporer l'armée de l'air. Engagez-vous, qui disait. Alors, garde à vous, fixe, générique. Bravo. Je vous demande de vous arrêter. 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 Et de retour pour la dernière émission de cette année 2022. Nous sommes le lundi 19 décembre sur Westrack Radio. Bonsoir Alain, bonsoir Laurent. Bonsoir. Bonsoir à vous tous. Comment allez-vous ? C'est bien, Noël approche. Donc, on va passer bientôt à une nouvelle année. Oui. Et on a décidé de passer le mur du son, si je peux me permettre l'expression. Exactement. Et là, on va attaquer un sujet que nous n'avons jamais traité. On va parler de l'armée de l'air. Exactement. Et en fait, l'armée de l'air, il faut quand même connaître un petit peu la genèse des choses. C'est que nous ne sommes pas qu'animateurs radio, on travaille aussi ailleurs, en dehors. Et dans notre travail, on a la chance de rencontrer plusieurs personnalités, des gens dans divers métiers. Et ça nous est arrivé de rencontrer quelqu'un de l'armée de l'air. Et moi, j'ai 56 ans, donc j'ai une image de l'armée qui n'était pas à l'époque terrible. Moi, je suis plutôt de la génération des bidas en folie. Donc les charlots qui n'ont pas forcément donné une bonne image de l'armée, et on était un petit peu on va dire des 68 heures sur le retour. Et aujourd'hui, j'ai rencontré cette personne que tu vas nous présenter, et j'ai trouvé très intéressante pour deux raisons. Premièrement, parce que aujourd'hui, il faudrait peut-être un petit peu dépoussiérer, on va dire, l'image de l'armée, et notamment de l'armée de l'air. Et puis deuxièmement, nous, on a une image qui en fait n'est plus vraie, qui est totalement out. On est complètement dans les choux. Donc on s'était dit, ce soir, on va rétablir la vérité avec notre invité. Et notre invité, c'est vous, adjudant Davy. Bonsoir. Eh bien, bonsoir à tous. Alors, pour vous appeler, pour nos auditeurs, aujourd'hui, on vous dit mon adjudant, on dit adjudant Davy. Comment doit-on vous appeler ? Alors effectivement, dans le milieu militaire, le grade d'adjudant pour le personnel masculin, c'est bien mon adjudant. Il y a le mon devant qui est en fait un diminutif de monsieur, historiquement, donc c'est pour ça qu'on met le mon devant. Mais pour les personnels en fin de compte civils au sein de nos bases, vous pouvez tout à fait appeler un adjudant tout simplement adjudant. Donc vous pouvez m'appeler adjudant. Et donc Davy parce que c'est mon prénom et que effectivement, pour des raisons de sécurité, on ne peut pas divulguer dans des émissions radio les noms de famille. Donc voilà, vous pouvez m'appeler adjudant Davy et ce sera très bien. Eh bien écoutez, on va vous appeler comme ça, et peut-être que pendant toute l'émission on va switcher entre adjudant et adjudant Davy. Donc la première question que nous aimerions vous poser, c'est tout simplement votre parcours au sein de l'armée de l'air, et puis évidemment comment vous est venue cette idée de faire ce choix d'intégrer l'armée de l'air. Alors, juste avant de répondre à votre question, je voudrais revenir sur un tout petit point. Vous parlez de l'armée de l'air, effectivement, c'est bien ça, mais on est l'armée de l'air et de l'espace. C'est-à-dire que le titre officiel est bien devenu armée de l'air et de l'espace, puisque nous avons aussi officiellement dans nos missions en charge la surveillance de satellites en orbite, notamment les nôtres. Donc c'est pour ça qu'on a ajouté ce terme. Donc là, c'était juste pour remettre un petit peu les choses en place, entre guillemets. Et moi, donc, comment je me suis engagé dans l'armée de l'air, donc qui à l'époque était l'armée de l'air pour le coup, mais comment j'en suis venu là, en fin de compte, moi après un bac littéraire, je suis originaire de Bretagne, après un bac littéraire, j'ai tenté donc comme beaucoup des années de fac, notamment fac d'anglais, puisque j'étais bon en langue et puis j'aimais ça. Donc j'ai fait des facs d'anglais et puis en fin de compte une année un petit peu sur les bancs m'a pas forcément trop servi.
J'ai réessayé quand même derrière d'en refaire une autre, puisqu'il y avait 2 options différentes, donc j'ai poussé la deuxième option qui m'a pas réussi. J'étais assez sportif, donc sur une 3e année, j'ai tenté une fac de sport, et en fin de compte, en fac de sport, c'était un petit peu trop scientifique pour tout mon côté littéraire, et en fin de compte, sur les bancs de la fac, à Saint-Brieuc pour le coup, j'ai rencontré un jeune qui est devenu un ami, qui m'a dit que son frère donc avait passé les portes d'un centre de recrutement de l'armée de l'air et était devenu moniteur de sport dans l'armée de l'air. Et donc, moi à ce moment-là, je me suis dit, j'avais 22 ans, et je me suis dit pourquoi pas moi, j'avais aucun passé militaire, j'avais aucune famille dans ce milieu-là, et je me suis dit, je vais passer le pas et je vais aller tenter. Et pour tout vous dire, voilà, j'ai mis sur le papier des spécialités qui à la base qui me faisait complètement changer de vie, c'est-à-dire que j'étais plutôt parti sur des spécialités du combat pur, de commando, etc. On aura l'occasion sûrement d'en reparler. Mais en fin de compte, en passant les tests de sélection, il s'est avéré qu'au niveau de mes résultats, ce qui ressortait le plus, ça restait toujours mon niveau en français et en anglais. Et comme j'avais pas vraiment la connaissance de tous les métiers qu'on pouvait faire, lorsque j'ai revu mon conseiller qui m'a dit que les spécialités que j'avais mis à l'origine n'étaient pas vraiment faites pour moi, il m'a conseillé soit de partir sur du secrétariat, soit de partir sur du renseignement. Et donc, en secrétariat ne m'attirant pas vraiment, je lui ai demandé réellement qu'est-ce qui se cachait derrière ces spécialités du renseignement. Il m'a parlé d'une spécialité de traducteur-intercepteur de langue anglaise. Et voilà pourquoi en 2005, je me suis engagé dans l'armée de l'air l'armée de l'air à l'époque, en tant que traducteur-intercepteur de langue anglaise. D'accord, donc en fait le parcours qui a été le vôtre, c'est un peu un concours de circonstances, des compétences que vous aviez mais dont vous ne saviez pas comment vous pourriez les utiliser, et il se trouve que grâce à ces compétences en anglais, eh bien l'armée vous a fait une preuve d'une belle opportunité. En fait, c'est exactement ça. C'est-à-dire que j'y allais vraiment en tant qu'opportuniste, ne sachant pas vraiment qu'est-ce que j'allais y trouver. J'avais des souhaits qui étaient déjà moi plutôt de voyager, je vous le dis franchement, à l'époque 22 ans, j'aimais l'anglais, donc ça me faisait pas peur de me déraciner complètement. Et effectivement, lorsque cette opportunité du renseignement où on m'a vendu donc effectivement que j'allais beaucoup voyager, etc., c'est exactement ce que j'ai vécu. Et effectivement, ça m'a vraiment donné une opportunité, alors que sur les bancs de la fac, lorsqu'on est plutôt doué en langue, plutôt doué en tout cas lorsqu'on est dans un domaine linguistique, souvent c'est un petit peu pour devenir plutôt professeur, c'est tout de suite très ciblé, on va dire, au niveau des métiers. J'aurais jamais imaginé pouvoir faire une carrière dans le renseignement militaire, à 22 ans, même en ayant pourtant été dans des forums de métiers ou autres, j'avais vraiment jamais rencontré ce type d'opportunité-là, effectivement, avant de passer les portes. Et donc, vous avez 22 ans à cette époque-là. On est en quelle année ? Alors, quand j'avais donc 22 ans... Si c'est pas indiscret, mon adjudant. Mais adjudant, pardon. Pas du tout. Donc, attendez, donc je suis né en 83, 2003, j'ai 20 ans, 2005, c'est ça. On est en 85, c'est ça ? 85, 86 ? 2005. En 2005, j'ai 22 ans, parce que c'est l'année où je m'engage, et effectivement, c'est 2005. 2005, d'accord. Laurent. Est-ce que par rapport à ce que vous avez dit, in fine, ça veut dire que quelqu'un comme vous, à l'époque, qui était un petit peu en recherche, qui ne saviez pas exactement dans quoi vous vouliez aller, est-ce que l'armée, en fait, les conseillers de l'armée vous ont vraiment très bien orienté ? C'est-à-dire, ils ont vu vos qualités et ils ont été capables de pouvoir vous orienter et de répondre à peut-être un questionnement que vous aviez, ou peut-être vous susciter une envie particulière dans ce métier ? Alors, en fait, susciter l'envie, c'est compliqué de susciter l'envie à quelqu'un. Je veux dire, si à la base, j'avais pas du tout été motivé pour passer les portes, c'est surtout que je voulais qu'il titillait ma curiosité. Le statut de militaire en soi ne me dérangeait pas forcément, c'est-à-dire que j'avais bien compris que dans l'armée de l'air et de l'espace, j'allais pas devenir un soldat qu'on allait envoyer au combat, ou alors que s'il y avait la Troisième Guerre mondiale, je serais dans une tranchée à tirer sur des gens. Tout cet aspect-là des armées qui était présent encore quand il y avait autour du service militaire, vraiment les guerres qui opposaient deux pays réellement, n'existera plus. Donc moi déjà, quand j'ai passé les portes d'un CIRFA, je savais, en devenant militaire, que déjà je ne serais pas impliqué dans des conflits comme ça. Après, il y a des spécialistes qui peuvent tout à fait continuer, effectivement, et qui continuent et qui perpétuent ce type-là de métier. Je dénigre pas. C'est juste que
on peut vouloir devenir militaire sans réellement être envoyé, je dirais, oui, au front ou envoyé réellement au combat, même si demain un gros conflit était déclenché. Donc ça, c'était important pour moi d'avoir cet aspect-là où je savais que j'allais devenir un spécialiste, un technicien, que j'allais pouvoir voir du pays. Et au moment de mes tests de sélection, c'est pas vraiment en fait le conseiller, si vous voulez, qui a su bien m'orienter. On donne un choix de spécialité, on va passer des épreuves de sélection. Ça dure 2 jours, on a 5 épreuves de sélection avec des tests psychotechniques, différents tests. Et en fin de compte, en fonction des résultats à ces tests-là, ça peut vous faire un petit profil, on va dire, du type de métier qui pourrait plus vous convenir chez nous. Et en fait, c'est à partir de ça, lorsque ces résultats-là sont revenus à mon conseiller de l'époque, c'est là qu'il m'a dit que mes spécialités d'origine, j'avais pas forcément des résultats escomptés, mais qu'il y en avait peut-être d'autres qui pouvaient mieux me convenir par rapport à ces résultats-là. Et donc, effectivement, c'est un petit peu lui aussi qui, par les résultats obtenus à ces tests, a pu me dire qu'il y avait d'autres spécialités et que c'était intéressant. Sauf qu'à l'époque, quand même, en 2005, il faut vous dire que le milieu du renseignement, même au jour d'aujourd'hui, c'est assez méconnu. Je suis maintenant conseiller en recrutement. On doit être 2 en France à être issus du domaine du renseignement, donc c'est assez méconnu des autres. Donc franchement, j'ai quand même découvert beaucoup de choses sur le tas. Maintenant, effectivement, des jeunes qui viennent me voir et qui veulent faire des spécialités du renseignement, je suis très heureux de pouvoir les renseigner. Et au moins, ça leur donne des renseignements plus solides et largement plus de renseignements que ce que moi j'avais pu recevoir à l'époque. Mais bon, moi j'étais prêt à découvrir et je dirais un petit peu à partir à l'aventure. Donc ça m'a pas vraiment dérangé. Si on analyse vos propos, est-ce que vous voulez dire que la guerre de demain, si elle a lieu bien sûr, elle sera beaucoup plus technologique qu'en fait sur le terrain? En fait, complètement. En fait, déjà, au jour d'aujourd'hui, les conflits armés dans lesquels la France est engagée sont déjà des conflits asymétriques, d'accord ? C'est déjà plus un État contre un État. Donc voilà, on est déjà dans un modèle d'armée qui a fortement évolué de par le fait que la nature des combats elle-même a évolué. Voilà. Et donc effectivement, nous on est une armée de techniciens. Alors si vous dites la guerre de demain, on est bien d'accord que je spécule absolument pas sur un éventuel conflit ou autre. Les armées c'est la protection de la France. Et évidemment que s'il y a des conflits, ils sont un peu plus impliqués que d'autres. Mais en tout cas, tout ce qui était conflit type guerre 39-45, bien sûr que ça ne peut plus exister sur notre territoire. D'accord. Laurent. Oui, alors moi, le but aussi de cette émission, c'est effectivement peut-être aussi de susciter l'envie vers ces corps de métier. Pour quelle raison on pousserait la porte en essayant d'enlever toutes des idées qu'on aurait de manière préconçue sur l'armée? Allez, quelle personne peut pousser la porte de l'armée et dire tiens, pourquoi j'irais pas voir ce qui se passe là-bas et peut-être que ça va susciter quelque chose en moi? Est-ce qu'il y a un niveau de diplôme? Est-ce qu'il y a des compétences que l'armée recherche? Qu'est-ce qui ferait qu'une personne lambda qui n'est pas pensée à l'armée se dise tiens, pourquoi pas? Tout simplement, le fait déjà qu'on ait plus de 50 métiers. Donc ça veut dire que vous me parliez de diplôme, de formation ou autre, nous on recrute des jeunes entre 17 et 30 ans qui ont d'un niveau 3e à un niveau Bac plus 5 voire plus. On a 3 statuts différents dans lesquels on peut s'engager. On va avoir, comme je vous dis, plus de 50 métiers à proposer. Et dans l'armée de l'air et de l'espace, ça va être plutôt tout ce qui va être métier technique. Alors après, on a aussi des métiers du domaine du combat, mais on a beaucoup de métiers techniques. Et après, je dirais, on est à l'image de la France. C'est-à-dire qu'on est vraiment sur des gens de tous horizons, de tout profil. Je vous dis, à partir du moment où on rentre dans les cases 17-30 ans, niveau 3e Bac plus 5, il faudra juste être français, il faudra jouir de ses droits civiques et il faudra effectivement être un petit peu sportif. C'est-à-dire que tout ce qui va être il y a une visite médicale, donc il y a des normes quand même médicales à respecter. Et à partir du moment où on rentre dans ces cases-là, la porte elle est ouverte à tout le monde, filles comme garçons. On a 25% de personnel féminin dans l'armée de l'air et de l'espace. Forcément, tous les métiers sont ouverts aux deux sexes. Il y a aucune discrimination. Donc en fin de compte, qu'est-ce qui peut pousser, je dirais, qu'est-ce qui peut pousser à pousser la porte d'un certain c'est vraiment le fait de venir découvrir peut-être des métiers auxquels on n'aurait pas du tout pensé et qui peuvent potentiellement être faits pour nous si on cherche une voie,
si peut-être, je sais pas, on a envie de pouvoir évoluer en interne vers des postes à responsabilité et effectivement travailler sur du matériel moderne et très technique. Si on recherche vraiment le dépassement de soi, si on recherche effectivement peut-être le voyage, voilà, ça peut être, il y a plein d'arguments qui peuvent faire qu'on peut trouver son bonheur au sein de l'armée de l'air et de l'espace. Vous avez évoqué 50 métiers. Je vais en dire certains au hasard. Vous pourrez me dire si c'est juste ou si c'est totalement à côté de la plaque. Mais dans ma représentation, je me dis, dans l'armée de l'air et de l'espace, on peut avoir besoin de cuisiniers, de caristes, de logisticiens, d'administratifs, de ressources humaines. Je suis dans la cible ou je me trompe ? Tous les métiers que vous venez d'énoncer, on en recrute tous les ans. À tout niveau, c'est-à-dire qu'effectivement, je vous parlais des statuts, quelqu'un qui veut être spécialiste de l'administratif dans l'armée de l'air et de l'espace, mais il a qu'un niveau 3e, on peut déjà, en fonction de son expérience professionnelle, le recruter en tant que militaire du rang, agent administratif. Mais si cette personne a déjà un BTS dans le domaine ou un bac pro dans le domaine ou ce genre de choses, on peut la recruter directement en tant que secrétaire ou spécialiste ressources humaines dans le statut supérieur des sous-officiers. Et je dirais même, si vous avez des masters en ressources humaines ou des licences, on peut aussi vous trouver des postes en ressources humaines dans le statut des officiers. Voilà, et là je vous ai juste parlé du secrétariat, mais vous me parliez de la logistique, c'est exactement la même chose. Au Havre, je rencontre régulièrement des jeunes qui effectivement ont pu travailler donc sur le port en logistique, plutôt sur des postes, je dirais, à basse responsabilité. On va en avoir sur nos bases aériennes, et on en a d'autres qui sortent de certaines écoles de logistique avec des licences et des masters, qui peuvent aussi trouver des postes en logistique au sein de l'armée de l'air et de l'espace en tant qu'officier. Donc effectivement, voilà, les métiers que vous venez d'énoncer, on en a, et je dirais même pas dans un seul statut. Donc effectivement, quel que soit votre niveau, à partir du moment où vous réunissez des critères que j'ai aussi énoncés tout à l'heure, c'est-à-dire, 17-30 ans, être français, être un peu sportif, etc., il y a des choses pas possibles. Alors, moi j'ai été diplômé de ressources humaines. Alors il y a longtemps que je peux plus rentrer à l'armée parce que j'ai passé l'âge, j'ai plus de 30 ans. Mais en tant que diplômé en ressources humaines, j'aurais pu travailler dans l'armée. Bien entendu. Dans l'armée de l'air et de l'espace. Alors, vous dites l'armée, je peux prêcher rien que pour ma paroisse, mais je peux aussi parler un petit peu des autres. Dans toutes les armées, on va rechercher des spécialistes du domaine de l'administratif. Bien sûr que dans la marine et dans l'armée de terre, ils en ont aussi besoin. Après, les missions vont peut-être un peu varier, les formations varient peut-être quelque peu, le métier en lui-même sur le terrain aussi peut être un tout petit peu différent, mais en fin de compte, bien sûr que tous ces spécialistes-là, toutes les armées les recherchent. Donc là, effectivement, on a pris mon adjudant le prisme, effectivement, de dire ces personnes sont déjà diplômées, elles ont un cursus scolaire qui a été sanctionné par un diplôme. Tout à l'heure, vous avez dit on peut s'orienter dans l'armée sans diplôme, c'est-à-dire vous avez parlé à partir de la 3e. Ces personnes-là qui sont sans diplôme, c'est quoi comment ça va se passer pour eux ? Alors, moins on a de diplômes, évidemment, moins on va avoir de choix de spécialité. Ça, faut déjà en être conscient. On est bien d'accord qu'on peut recruter avec peu ou pas de diplômes, mais on va avoir effectivement moins de choix de spécialité. Lorsqu'une personne vient avec, je dirais entre guillemets, le moins de diplômes possible, on va axer le recrutement plutôt sur son niveau de sport, d'accord ? Ça va être important un peu plus pour des spécialités peut-être de la sécurité, protection ou autre, mais on peut aussi axer notre recrutement sur le CV de la personne. C'est-à-dire que quelqu'un qui a un niveau 3e, mais moi je sais pas, il y a des gens qui peuvent avoir un papa qui est garagiste et donner des coups de main tous les jours au garage. Pareil avec, je sais pas moi, des maçons peut-être dans d'autres domaines. Enfin, des gens en tout cas formés sur le tas, qui sont capables de nous prouver dans un CV qu'ils ont telle ou telle expérience professionnelle. On peut aussi les recruter dans des spécialités type la mécanique ou autre par rapport à effectivement l'expérience présente sur le CV. Donc c'est comme ça qu'on va axer notre recrutement. Pour moins il y aura de diplômes, plus on va porter importance au CV et plutôt au niveau de sport. Après, les épreuves de sélection qu'on va vous envoyer passer resteront les mêmes. Donc ce sera à vous de prouver votre valeur aussi au sein de nos épreuves de sélection. Ce qui veut dire qu'in fine, l'armée de l'air et de l'espace a aussi un pouvoir d'envoyer les gens en formation. C'est-à-dire l'armée a ses propres formateurs ?
Tout à fait. C'est-à-dire que quelle que soit la spécialité pour laquelle vous vous engagez chez nous, il y aura une formation militaire au préalable, parce que ça reste obligatoire, et à l'issue, une formation professionnelle, quelle que soit la spécialité pour laquelle vous vous engagez. Il y a quelques particularités, c'est-à-dire que pour des spécialités chez les militaires du rang, donc le premier statut dans lequel on peut s'engager, il n'y a pas forcément une formation professionnelle faite sur une base en particulier, mais en fin de compte, vous allez revenir sur votre base d'affectation et être formé directement en interne au sein de l'unité. Voilà, il peut y avoir des petites particularités comme ça. Mais sinon, il y a automatiquement des formations professionnelles pour toutes les spécialités que l'on propose. Je reprends votre exemple de ressources humaines, par exemple, on a régulièrement des jeunes qui viennent nous voir avec des BTS dans le domaine ou autre. Il y aura quand même une formation professionnelle du domaine de l'administratif pour adapter ces connaissances-là réellement aux besoins de l'armée de terre et de l'espace, tout simplement. Et ça va être pareil pour nos spécialistes de la mécanique. On peut avoir des spécialistes de la mécanique de véhicules terrestres. Ces gens-là, même s'ils ont une très bonne expérience de véhicule au sein d'un garage ou autre, il y aura quand même une petite formation professionnelle, voilà, pour adapter peut-être à des modèles présents au sein des armées qui sont peut-être un peu particuliers. Voilà, il y a toujours des formations pro, et j'insiste aussi sur le fait que dès votre intégration en formation militaire, vous êtes rémunéré. Donc dès le début de la formation militaire, vous êtes payé tout de suite. Vous pouvez nous dire le montant ? Alors, en fonction des statuts, militaire du rang, début de carrière, donc c'est indexé sur les célibataires sans enfants, et c'est du salaire net. Vous êtes à environ 1400 € net. Pour un sous-officier début de carrière, environ 1500 € net. Et pour un officier début de carrière, on est autour de 1800 € net. Après, les augmentations peuvent aller relativement vite. On va avoir aussi tout qui est un repas gratuit le midi, hein, forcément sur toutes nos bases aériennes ou nos camps militaires, les repas du midi sont gratuits pour tous les militaires. Vous avez des cartes de réduction SNCF qui vous donnent entre 50 et 75% de réduction sur tous les trains sur le territoire français. Vous avez des possibilités d'aide au logement, etc. Enfin voilà, il y a vraiment après des aides supplémentaires, et je vous dis, le salaire il augmente rapidement. Pour vous donner une idée, par exemple, moi, dans le renseignement qui était en mission 6 mois sur 12, je suis rentré en tant que sergent, donc célibataire. Je suis parti, donc, 6 mois sur 12 en opération extérieure. J'étais déjà aux alentours de 3 000 € net par mois en tant que sergent célibataire avec tous les frais payés. Autant vous dire qu'on est pas malheureux. Et en 2000, donc alors je me suis engagé en 2005, en 2009, je suis parti en affectation outre-mer. Donc j'ai fait 3 ans au Gabon. Là, je suis parti marié avec ma femme. Donc pendant 3 ans, en tant que sergent, tout jeune, à 25 ans, ouais, j'étais à 3 300 € net au Gabon, donc avec un train de vie plus facile qu'en France, et puis exonéré d'impôts et toutes ces choses-là. Effectivement, il y a quand même, on va pas dire qu'on devient milliardaire, mais il y a quand même de très belles opportunités, et après ça dépend aussi des spécialités, ça dépend de plein de choses. Voilà. Mais écoutez, ce que je vous propose, adjudant Davy, c'est qu'on marque une première pause musicale. La sélection musicale, c'est vous qui l'avez faite ce soir. Donc je vous propose qu'on écoute le premier titre et on se retrouve dans un court instant. Musique. Shut up!
Paris, je vous demande de vous arrêter sur Westrack Radio. Voilà, c'était donc le titre Gonna Wanna de Chris Corner et c'est extrait de la bande originale du film Les Chevaliers du Ciel. C'est bien ça, adjudant ? Exactement, c'est bien ça. Donc les Chevaliers du Ciel, un petit clin d'œil, on va dire le Top Gun français, sauf que bon, pour être très précis, Top Gun étant l'aéronautique, l'aéronavale américaine, là les Chevaliers du Ciel, c'est réellement l'armée de l'air et française pour le coup. Donc voilà, pour ceux qui ne l'auraient pas vu, je le conseille. Voilà. Très bien, d'où le choix de ce titre tout simplement pour l'émission. Je vous demande de vous arrêter sur Westrack Radio. Avant la pause musicale, on évoquait un certain nombre de sujets et la question qu'on a envie de vous poser pour les personnes qui seraient intéressées, nos auditeurs et nos auditrices, eh bien c'est la mobilité géographique que peut inclure en fait le fait de signer à l'armée. Et justement, quand on parle de signer, souvent c'est rattaché à un contrat de travail. Qu'en est-il dans l'armée de l'air et de l'espace par rapport à la mobilité et le contrat de travail ? Alors, toujours pareil, il y a plusieurs solutions. C'est-à-dire, pour ceux qui ne seraient pas vraiment mobiles, qui désireraient effectivement... Alors, quand il y a mobilité, pareil. Avant de commencer, il y a mobilité donc géographique, c'est-à-dire quelqu'un qui va devoir changer d'affectation au gré des années de carrière, mais il y a aussi mobilité pour quelqu'un qui doit donc partir en opération extérieure ponctuellement, 2 ou 4 mois et revenir. Donc, si j'aborde juste la mobilité, je dirais géographique avec les affectations, on a une possibilité en tant que militaire du rang, donc le premier statut dans lequel on recrute, normalement pour des gens de niveau 3e AVAC. Dans ce statut-là, on a la possibilité non seulement de faire toute sa carrière sur la même base, mais en plus, dès le dossier de candidature, de choisir sa future base aérienne d'affectation. C'est-à-dire qu'on peut candidater pour un métier sur une seule base en particulier. Ça, c'est vraiment propre au statut des militaires du rang. Sinon, la mobilité, elle est obligatoire à partir du moment où on est sous-officier ou officier. C'est-à-dire que vous serez, quoi qu'il arrive, vous devrez changer d'affectation, on va dire environ tous les 6 ans. Un temps minimum d'affectation sur une base, c'est 3 années. Et normalement, un temps maximal d'affectation sur une base aérienne, ça tourne autour de 12 années. Ensuite, effectivement, pour la mobilité, pour les opérations extérieures, là, on va dire que beaucoup de spécialistes vont être concernés par des opérations extérieures. On va avoir des spécialités pour lesquelles on va moins partir en opération extérieure. Ça peut être le cas, par exemple, dans le domaine du secrétariat. Mais on va en avoir d'autres qui vont être très, très sollicités pour ça, effectivement, notamment le renseignement, ou notamment tout ce qui va être les carrières de pilote ou autre. Évidemment, on va devoir, on va avoir beaucoup de missions à l'étranger. Ça peut être le cas aussi de spécialistes du transit aérien, voire de nos hôtesses de l'air, par exemple. Voilà, vous vous doutez bien qu'elles vont beaucoup voyager aussi. Donc voilà, on a un petit peu de tout. Quoi qu'il arrive, effectivement, pour celui qui voudrait quand même avoir, je sais pas moi, un métier type effectivement bureau, secrétariat et faire peu d'opérations extérieures et vraiment faire du 8h, 5h tous les jours sur une base aérienne, rentrer chez lui tous les soirs et avoir tous ses week-ends, c'est quand même possible. Alors, si on veut être concret, sur Westrack Radio, nous nous trouvons au Havre, donc nous sommes en Normandie. Si on prend quelqu'un qui vit en Normandie, il peut être assujetti à quelle base militaire ? Alors, la seule enceinte militaire de Normandie, en tout cas la seule base aérienne de Normandie, c'est bien la base aérienne d'Évreux dans l'Eure. D'accord. Qui est appelée base 105. Après, si on veut... La base 105, c'est ça ? 105, Oui, tout à fait. La base aérienne 105 à Évreux, exactement. C'est l'enceinte de l'armée de l'air et de l'espace en Normandie. Et ça veut dire que vous-même, adjudant, vous êtes installé là-bas ou de par votre grade, votre fonction aujourd'hui, vous avez une mobilité qui vous permet de vous détacher et d'être présent physiquement là-bas ? Alors en fin de compte, étant conseiller en recrutement au sein du centre de recrutement à Rouen, je dépends administrativement de la base aérienne d'Évreux. Effectivement, ma chef, si vous préférez, c'est bien la commandante de base de la base aérienne 105 d'Évreux. Donc effectivement, on est rattaché administrativement, mais on ne travaille pas sur la base aérienne en elle-même, puisque notre CIRFA est bien dans le centre de Rouen, et donc nous, en tant que conseiller en recrutement, on se déplace
sur les 2 départements de l'Eure et de la Seine-Maritime pour effectivement nos missions de recrutement, quoi. Donc dans des lycées, ça peut être dans des salons, ça peut être, vous voyez, au Pôle emploi où j'ai rencontré M. Ligori par exemple. Vous voyez, voilà, tout ça fait partie de nos missions, effectivement. Alors aujourd'hui, on parle beaucoup de recrutement. L'idée n'est pas effectivement de dire aux gens vous devez faire absolument ce métier. C'est plus pour nous aussi de découvrir et puis comme l'a dit Laurent en introduction, de se réapproprier aujourd'hui ce qu'est l'armée de l'air et de l'espace. Aujourd'hui, vous avez une idée, vous qui êtes dans le recrutement, de combien de postes l'armée de l'air et de l'espace a à proposer, tout métier, tout environnement de travail confondu ? Tout à fait, l'année prochaine, en 2023, donc, on est sur du 3500 à 4000 postes en national recherchés. Voilà, tout statut confondu, tout domaine. Voilà, je vous dis encore une fois, de niveau 3e à bac plus 5, c'est entre 3500 et 4000 effectivement personnels que l'on va devoir recruter, ce qui fait de nous, il me semble, le 2e employeur de France, je crois. C'est considérable. C'est considérable. Effectivement, comme vous dites. Mais alors, donc voilà, c'est pour ça qu'on a vraiment besoin des forces vives et voilà, de vraiment tout type de profil. Je vous dis, on n'est pas du tout avare de rencontrer voilà, tous les gens tant qu'ils rentrent dans nos cases. Il n'y a pas de problème. On parle beaucoup maintenant, vous savez, de métiers en tension, c'est-à-dire effectivement, il y a de l'offre, il n'y a pas forcément des gens qui viennent s'y greffer. Le gouvernement, d'ailleurs, il travaille depuis un petit temps. Est-ce qu'on peut dire que l'armée propose des métiers en tension ? Évidemment, tout ce qui va être métier du domaine de l'informatique sont des métiers qui sont un petit peu en tension chez nous. Maintenant, voilà, on s'en sort, tous les employeurs qui ont des métiers en tension s'en sortent, mais effectivement, oui, tout ce qui va être métier du domaine de l'informatique, on est un petit peu en tension. Après, on va avoir... je dirais que on a besoin de tout type de spécialistes. Donc on n'est pas forcément sur des métiers en tension, mais on a des besoins. Voilà, on va pas aller jusque la tension, quoi. Voilà, on a des besoins un petit peu partout. Les domaines les plus en tension restent un petit peu le domaine de l'informatique, effectivement. On va parler un peu aviation maintenant. Voilà. Alain, c'est un de ces violons dingues. Ah oui, l'aviation, oui. Alors finalement, quand on vous écoute, est-ce que les métiers de l'aviation pure, c'est-à-dire des postes de pilote ou de copilote, et tout ce qui peut aller dans un avion, en fait, est-ce que c'est pas minoritaire dans l'histoire ? Largement, j'ai envie de vous dire. Des pilotes chez nous, effectivement. Après, si vous voulez, pour quand même généraliser, bien sûr que la mission de l'armée de l'air et de l'espace, elle concourt à la sûreté de l'espace aérien français. Donc forcément qu'on va avoir besoin de pilotes qui restent un petit peu le fer de lance, bien sûr, de cette armée. Et puis un petit peu, voilà, la belle image, on est bien d'accord. Maintenant, si un pilote, vous le mettez tout seul dans son avion et que vous lui donnez pas des mécaniciens, que vous lui donnez pas des spécialistes du renseignement qui étudient la mission un peu avant, que vous lui donnez pas à manger avec des gens qui font de la restauration, que vous ne l'entraînez pas en sport, que vous le payez pas, il va pas aller très loin, notre pilote. Donc c'est bien pour ça que pour nos pilotes qui restent effectivement, on va dire, un petit peu le fleuron de notre armée, il va y avoir besoin de tout un tas de spécialistes efficaces derrière pour pouvoir mener à bien les missions premières de l'armée de l'air et de l'espace. Alors j'allais vous poser une deuxième question là-dessus, parce que ça me taraude depuis tout à l'heure. On n'a pas parlé du bâtiment. Est-ce que vous aussi, dans l'armée, dans l'armée de l'air et l'espace, vous recrutez des gens du bâtiment ? Bien sûr. Bien sûr, on va recruter des spécialistes du bâtiment puisque vous n'êtes pas sans savoir que on est capable d'entrer, je dirais, en premier sur certains théâtres, d'y construire potentiellement des bases aériennes provisoires ou autres, voire maintenant on travaille même avec de l'Algeco, capable de faire des pistes en dur provisoires ou définitives, des hangars, des hangarettes, tout un tas d'infrastructures militaires qui nécessitent d'avoir des connaissances de base telles, je sais pas moi, CAP en menuiserie, BEP, je sais pas, en plasturgie, il y a plein de choses qui existent, qui vont de près ou de loin être liées à des choses du bâtiment. Et je vous le répète, comme nous, on va se baser sur vos diplômes pour avoir les bases de ce que vous pouvez faire, et qu'ensuite on va vous former en interne. Et pour nous, tout spécialiste du bâtiment, c'est du pain béni pour pouvoir former après quelqu'un
un petit peu à des matériels ou à des infrastructures que l'on va retrouver sur nos bases aériennes ou sur nos enceintes militaires en France ou à l'étranger. Alors, moi j'ai envie de rebondir un petit peu sur ce que vous dites. Est-ce que, historiquement parlant, on sait très bien, moi, je me rappelle, je vais donner un exemple personnel, moi il a fallu que je fasse le service militaire à l'époque, hein. Et effectivement, il y a un président qui s'appelle Jacques Chirac qui, lui, a transformé l'armée où on nous appelait pour faire un an, a amené à une armée de métier. Ça a vraiment changé les choses, l'armée de métier. Enfin, quand il y a eu ce passage-là, historiquement parlant, au niveau de l'armée, ça a été un changement radical ? Alors moi, à ce moment-là, j'étais pas encore engagé, hein, puisque je me suis engagé en 2005, donc j'ai pas réellement connu au sein de l'armée le passage d'une armée où il y avait encore les appelés à celle où il y avait que des professionnels. Mais les anciens de l'époque, ils disaient quoi ? Non, mais les anciens de l'époque, en fin de compte, vu qu'on est passé à une armée de métier, ce que je peux vous dire, c'est qu'il est impossible de faire machine arrière. C'est-à-dire que maintenant, tous nos militaires étant tellement spécialistes et on a tellement besoin d'eux pour les missions pour lesquelles on les a recrutés, qu'on ne peut pas détacher du personnel pour encadrer des appelés. C'est plus possible. Pourtant, à un moment, ils en parlaient de ça. Ils en parlaient, mon adjudant, de peut-être faire revenir le service militaire. Bien sûr, mais en parler, ça veut dire que lorsque vous en parlez, il faut établir le projet de comment on va le faire. Et effectivement, je pense que ça a été très vite un petit peu tué dans l'œuf de par le fait que, effectivement, ça nécessite énormément de personnel qui va devoir encadrer ces gens-là. Et ça veut dire que ce personnel-là, pendant qu'il encadre des appelés, il n'est pas en train de travailler à une autre mission qui peut être primordiale pour la sûreté de la France, quoi, tout simplement. Donc en fin de compte, voilà, c'est juste plus possible. C'est peut-être pour ça qu'on est venu à des systèmes type SNU pour les jeunes ou ce genre de choses, qui sont des systèmes, des dispositifs dans lesquels vous allez retrouver une petite part de militaires, mais voilà, qui ne nécessitent pas de mobiliser un trop grand nombre de personnes, de personnel. Ça veut donc dire qu'aujourd'hui, on peut, quelqu'un qui nous écoute, qui a 18, 19, 20 ans, 25 ans, se dit, je peux faire toute ma carrière professionnelle au sein de l'armée de l'air et de l'espace, et puis partir à la retraite en ayant cotisé comme dans le privé ou dans le secteur public. C'est la même chose ? Évidemment. Oui, c'est la même chose. Je connais pas tous les systèmes de cotisation et de retraite, hein. Je ne vous cache pas que je suis pas expert en la matière. Ce que je peux vous dire, c'est seulement que, par exemple, chez nous, on peut avoir ce qu'on appelle il y a des systèmes d'annuité, c'est-à-dire en fonction des territoires sur lesquels vous allez œuvrer, il est possible que, en passant un an à un endroit, vous ayez gagné un an de carrière, par exemple. Ce qui est un peu mon cas quand j'étais pendant 3 années au Gabon, par exemple. On va avoir ce type de dispositif. Vous êtes aussi pas sans savoir qu'on peut partir des armées autour de 15 à 20 ans avec des pensions à jouissance immédiate ou pas. Après, voilà, encore une fois, ça dépend de ce qu'on a fait et ça dépend du moment où l'on part. Lorsque l'on part des armées, voilà, on peut aller jusqu'à l'âge légal de la retraite, bien sûr, si on le désire, pourquoi pas. On peut aller jusqu'au statut des officiers en interne, bien sûr, pourquoi pas. On peut quitter au bout de 5 ans, au bout d'un premier contrat, et bénéficier peut-être d'une reconversion aussi en interne. Ça existe. Dans ce cas-là, si on quitte au bout de 5 ans, les armées ne vont pas vous donner une pension à jouissance immédiate, mais vous avez quand même un petit peu cotisé. Vous retrouverez un peu de tout ça dans votre retraite, à l'âge légal de la retraite plus tard. Il existe vraiment, encore une fois, des chemins de carrière très différents pour tout le monde. Je vous cache pas que quand je me suis, par exemple, si je reprends mon cas personnel, quand je me suis engagé au début, j'avais dans l'idée un petit peu de me former dans les armées et de me dire pourquoi pas partir assez tôt dès que je pourrais avoir un petit peu d'argent. Mais en fin de compte, au bout d'un moment, vous vous prenez au jeu et vous faites des choses qui vous plaisent et vous dites pourquoi je vais aller chercher ailleurs en fin de compte alors que j'ai ici quelque chose qui me plaît. Je peux changer un petit peu de vie en interne, je peux tout à fait même changer de métier, puisque je vous disais que j'ai commencé par être traducteur intercepteur de langue anglaise et aujourd'hui je suis conseiller en recrutement à part entière. Donc tout ce que je fais me plaît. Je pars plus en opération extérieure, oui, parce que voilà, c'est un choix que j'ai fait. Je suis conseiller en recrutement. Maintenant, je vois ma femme et mes enfants tout le temps, et voilà, c'est quelque chose qui me convient au jour d'aujourd'hui. Bon, voilà, j'ai trouvé encore une fois mon bonheur. Maintenant, j'ai côtoyé des gens qui au jour d'aujourd'hui ne sont plus dans les armées et sont aussi très contents. Je peux pas leur jeter la pierre. Enfin, voilà, chacun va trouver son chemin au sein des armées. Il y a plein d'opportunités. Il y en a forcément qu'on découvrira en interne. Un conseiller en recrutement peut pas tout vous dire non plus, hein. Faut pas se leurrer. C'est pas en 1 heure qu'on a le temps de balayer toutes les possibilités qu'il y a chez nous. Mais c'est comme dans toute entreprise, entre guillemets, il va y avoir des avantages et des inconvénients. Voilà, on peut pas vendre la chose parfaite.
mais en tout cas, on peut vraiment vendre de belles opportunités. Donc, si on comprend bien, chers amis auditeurs, vous pouvez avoir un contrat à durée indéterminée si vous rentrez dans l'armée de l'air et de l'espace. Bien sûr. Ce que je vous propose, adjudant Davy, c'est qu'on écoute un autre titre, le deuxième de votre playlist. On l'écoute et puis on en parle juste après. Musique. Je baladais sur l'avenue, le fleuve, l'inconnu. Je vais envie, dis bonjour, un n'importe qui. N'importe qui, c'est pour toi. Je t'ai dit n'importe quoi. Elle se faisait de te parler pour improviser. Oh, Champs-Élysées. Oh, Champs-Élysées. Au soleil, sous la pluie, à midi, au midi. Il y a tout ce que vous voulez, aux Champs-Élysées. Tu m'as dit j'ai rendez-vous dans ce soir avec des fous que vive la guitare à la main ce soir matin. Alors je t'ai accompagné, on a chanté, on a dansé et l'on n'a même pas passé à s'embrasser. Oh, Champs-Élysées. Oh, Champs-Élysées. Au soleil, sous la pluie, à midi, au midi. Il y a tout ce que vous voulez au Salut, c'est Michael Jones. Je vous demande de vous arrêter sur West Track Radio. Voilà, donc le titre c'est Champs-Élysées, vous aurez reconnu au début du texte, et c'est interprété par NoFX. Pourquoi ce choix musical, adjudant Davy ? Bon bah là c'est un petit clin d'œil. Alors ça date quand même un petit peu de ma jeunesse, hein, je vous le cache pas, hein. J'ai eu un petit tempérament un peu fougueux, on va dire entre guillemets, mais c'est aussi un clin d'œil parce que les Champs-Élysées, ça reste un monument militaire. En fin de compte, c'est marrant parce que ça rejoint un peu ce que je suis aujourd'hui, alors que c'était quelque chose que j'écoutais à l'époque où je pensais absolument pas devenir militaire, mais du coup maintenant c'est un clin d'œil un peu pour moi. Voilà, ça reste des monuments militaires qui sont à la gloire des armées en fin de compte, hein, les Champs-Élysées. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai décidé un petit peu de mêler mon passé et mon présent entre guillemets et vous mettre ce petit morceau là. En tout cas, c'est un très bon choix. J'espère que, chers amis auditeurs, vous avez du plaisir à entendre ce morceau. Nous, on va continuer à vous questionner, adjudant Davy. L'une des questions qui nous taraude, évidemment, c'est du fait de votre fonction de recruteur. Vous avez peut-être des personnes qui vous disent moi, ça m'intéresse de rentrer dans l'armée de l'air et de l'espace, mais pas forcément pour y faire une carrière, mais peut-être pour apprendre, découvrir, me trouver, me structurer. Et une fois que j'aurai fait ça, revenir à la vie civile. Est-ce que vous rencontrez des personnes qui ont ce discours ? Et si tel est le cas, comment ça se passe, la transition entre le fait d'avoir intégré l'armée, puis ensuite le retour à la vie civile ? Alors oui, bien sûr, hein, on rencontre de tout, donc effectivement, on rencontre forcément des cas avec des jeunes comme ça qui parfois viennent nous dire moi, voilà, je veux une formation et puis comme ça après sur mon CV j'aurai une ligne, etc. Bien sûr que c'est possible. Encore une fois, je peux pas jeter la pierre à ces gens-là. De toute façon, j'ai aussi des jeunes qui viennent me voir et qui me le disent pas forcément et qui ont ça en tête. Ou alors il y a ceux qui viennent me voir en me disant ça et qui en fin de compte se rendent compte que dans les armées il y a tellement de belles opportunités et parfois en fin de compte vont rester. Donc voilà. Il y a tout, et effectivement, il est possible donc de faire, les premiers contrats, durée minimum, c'est 4, 5 ou 6 ans. Encore une fois, ça va dépendre du statut, de la spécialité, de plein de choses. À l'issue de ce premier contrat, par exemple, un mécanicien avion, donc sous-officier, quelqu'un qui s'est engagé chez nous avec un bac, il a fait de la mécanique sur avion, donc déjà en interne, il a appris à faire de la mécanique sur hélicoptère, avion de chasse, avion de transport et drone, donc il a quand même une formation assez complète.
pendant 4, 5, 6 ans, il va devoir faire son premier contrat, il va faire de la mécanique régulièrement. Si à l'issue de ce premier contrat, il veut nous quitter, déjà légalement, il est dans son bon droit, puisqu'il a signé son premier contrat qui était d'une durée donc de 4, 5 ou 6 ans. Et donc, s'il n'a pas renouvelé son contrat, après, avec son CV, s'il veut aller voir, je sais pas moi, on a le droit de faire de la pub, peut-être chez vous, je sais pas, à l'Est ou un groupe Naval Group, je vais essayer d'en dire plusieurs. Très bien. Ou je sais pas, ou aéroport Roissy, etc., plateforme Paris, etc. Et ben, il y va avec son CV. Et nous, on le laisse partir. De toute façon, il est dans son bon droit. Donc oui, effectivement, il y a des jeunes qui viennent chercher une formation. Maintenant, une formation... Enfin, si on vient juste chercher une formation, il faut bien quand même avoir à l'idée qu'un premier contrat de 4, 5 ou 6 ans, parfois, vous mieux retourner à l'école 2 ans, en fait. Hein, et puis comme ça, on aura aussi les diplômes, parce que si on n'a pas réellement de tempérament militaire, ça peut être compliqué pendant 4, 5 ou 6 ans d'être au sein d'escadrons de chasse ou ce genre de choses. Donc il faut quand même bien voir cet aspect-là aussi. Certes, vous vous dites cool, on va tout me payer mes formations, en plus je vais être rémunéré, tout ça. Il faut accepter pendant 4, 5 ou 6 ans d'être un spécialiste quand même de l'armée de l'air et de l'espace. Hein. Vous serez dans une équipe de travail, vous aurez un rôle à jouer, donc voilà, on n'est pas... Faut pas blaguer non plus avec le boulot, quoi. Mais bien sûr qu'on en rencontre tout le temps des gens qui viennent comme ça juste voir un premier contrat et puis à l'issue qui partent autre part. Alors, pour un recruteur dans le civil, voir arriver quelqu'un qui a une qualification et qui vient de l'armée, c'est un plus, c'est un moins? Ah bah là, j'aimerais être recruteur dans le civil pour vous le dire. Je pense que ça peut jouer quand même en la faveur du candidat. Je pense que les armées ont toujours cette image sûrement de penser que ils vont recevoir quelqu'un qui va être ponctuel, qui va être respectueux, qui va pouvoir justement rester dans un cadre, qui va faire un peu ce qu'on lui demande. Enfin, j'ai l'impression que c'est plutôt bien vu. Après, encore une fois, il y a tellement de militaires différents et tellement de spécialistes que un militaire ne faisant pas l'autre, vous pouvez évidemment voir débarquer un peu, je dirais pas, enfin, on n'est pas obligé d'être satisfait de quelqu'un qui a eu une carrière militaire avant. Enfin voilà, c'est pas forcé. Maintenant, effectivement, je suis pas recruteur civil, donc je peux pas vraiment vous dire si ça peut jouer ou pas en la faveur. En tout cas, pour moi, tout ce qui va être du domaine technique, chez nous, des gens qui auraient fait de l'informatique ou qui auraient fait de la mécanique radar, vraiment sur des matériels chez nous très poussés, ou encore une fois, je vous dis, de la mécanique avion ou ce genre de choses, ils ont quand même, je pense, de très très beaux profils pour travailler sur des aéroports. Des gens qui font du renseignement chez nous, ils peuvent peut-être avoir des beaux profils, je sais pas, pour se rapprocher d'entités particulières dans le renseignement civil. Après, je parle de tout ce qui est DG, etc., ou tout ce qui peut être la gendarmerie, la police. Voilà, il y a peut-être après des rapprochements qui peuvent se faire comme ça. Mais effectivement, je sais pas, moi, quelqu'un qui... il y a des métiers peut-être très particuliers. Enfin, il y a encore, peut-être, non, j'en vois même pas. Pourrait ne pas avoir de reconversion. Ouais, dans le renseignement, nous, on a peut-être vraiment, oui, des intercepteurs techniques ou ce genre de choses, où là, vraiment, ouais, c'est des métiers, je suis d'accord, on peut pas vraiment faire ça en tant que civil, il n'y a pas d'entreprise qui le font, parce que c'est considéré comme de l'espionnage industriel, sûrement. Donc, effectivement, ouais. Allez, il y a quelques spécialités où ça peut être plus compliqué de se reconvertir dans un monde civil, parce que c'est vraiment très particulier à un domaine défense. Mais sinon, tout le reste, voilà, l'aéronautique n'est pas propre à la défense. Donc, énormément de nos métiers ont leur pendant dans le civil. Laurent. Alors, moi j'ai une petite question. On parlait de recrutement, donc vous êtes recruteur, mon adjudant, et quand on parle de l'armée, on pense toujours à un mot qui est lié à l'armée, c'est la discipline. Bon, c'est peut-être plus vrai de cette façon-là. Bon, je pense que la discipline, il en faut toujours, mais vous vous adressez aux jeunes. Alors les jeunes, aujourd'hui, on appelle les jeunes la génération Z. Et quand on parle de la génération Z, c'est effectivement, on tombe dans les 18-25 ans, et ces jeunes-là, ils ont plus vraiment la même manière de penser que nous, on aurait pu avoir à nos âges avancés. Est-ce que dans la manière de faire, dans la manière de parler à ces jeunes, est-ce que là aussi, vous vous êtes adapté à cette génération X, Z, pardon, parce que la génération X, c'est celle d'avant, autrement, parce que il faut leur donner envie, et c'est pas facile. Alors,
comme je vous dis, susciter de l'envie, effectivement, c'est ce qui est le plus compliqué. Parce qu'on peut pas forcer quelqu'un qui est foncièrement antimilitariste ou autre à devenir militaire. Bien sûr, Oui, ça va de soi. reste une institution. Voilà, on n'est pas non plus prêt à recruter tout et n'importe qui et le premier venu. Donc effectivement, susciter de l'envie, c'est ce qui est le plus compliqué. Mais susciter de l'envie à quelqu'un qui a déjà fait le pas de venir dans votre bureau, je dirais que, entre guillemets, on a déjà un orteil qui est dedans, quoi. Voilà, parce qu'il y a déjà un intérêt de la part du candidat. Donc ça, déjà, c'est la base de tout. Voilà. Donc déjà, ça part de là. Après, comment susciter l'envie? Faut intéresser effectivement les jeunes. J'ai pas l'impression d'être très vieux, mais effectivement, je fais pas partie non plus de la génération Z. Faut rester dans ce qui marche aujourd'hui. Ce qui marche aujourd'hui, ça va être quoi? Ça va être des réseaux sociaux, ça va être des vidéos, ça va être des choses parlantes. Mais effectivement, cette génération Z pour aussi zap, c'est-à-dire qui a envie de faire souvent très vite autre chose. Et ben peut-être que justement dans l'armée de l'air et de l'espace, il y a ces possibilités-là. Puisque comme je vous dis, il y a toujours la possibilité de passer un diplôme supplémentaire. Peut-être d'aller en opération extérieure et du coup pendant 4 mois on fait complètement autre chose. En plus on est sur un territoire où on n'aurait peut-être jamais été si on n'avait pas été militaire. On va revenir en France. Du coup, cette routine qu'on avait en France peut-être un peu avant, au bout de 4 mois, on l'a un peu oublié. Donc on va revenir un petit peu, c'est encore frais, c'est encore nouveau. Et ben comme ça, on peut vite zapper. Et vite zapper, c'est génération Z, c'est zapper. Ouais. Donc j'ai un petit peu l'impression qu'il y a des possibilités dans l'armée de l'air et de l'espace, en tout cas, d'être justement au plus près de cette génération Z. Par justement le fait de pouvoir proposer très souvent, en fonction aussi des spécialités, mais très souvent, la possibilité de pouvoir effectivement passer un petit peu à autre chose, se changer un petit peu les idées, tout en restant dans le domaine de l'aéronautique ou dans une spécialité originelle. Mais voilà, il y a vraiment cette possibilité-là de coller au mieux, en tout cas d'essayer de coller au mieux à la génération Z en surfant sur les réseaux et en jouant effectivement avec les possibilités de faire autre chose. Donc ça veut dire que un jeune aujourd'hui qui se dit moi j'ai envie d'aller dans un boulot où moi la routine m'ennuie, bah, il pourrait aller dans l'armée de l'air. Et de l'espace. Et de l'espace. Bien sûr. C'est ce que, en fait, on revient un petit peu sur ce qu'on disait aussi au début. Ceux pour qui la routine les ennuie, s'ils me disent ça au sein du bureau tout de suite, moi en tant que conseiller en recrutement, je vais savoir quoi lui dire pour pouvoir aller sur un métier où il n'y aura pas de routine. Mais par contre, à l'inverse, je vais avoir des candidats complètement différents qui me disent « Mais moi, je veux 8 heures, 5 heures dans mon bureau, vous me donnez tous mes week-ends et on n'en parle plus, quoi. » Et ben lui, je vais aussi savoir quoi lui dire parce que je vais avoir complètement autre chose à lui proposer. Donc c'est ça qui est intéressant. C'est pour ça qu'en fait, le boulot de conseiller en recrutement, il est intéressant, c'est dans l'écoute. Voilà, on est dans l'écoute, il faut écouter la personne. Après, bien sûr qu'il faut avoir des connaissances pour lui vendre tel ou tel métier, il faut un petit peu lui parler parce qu'il a aussi soif de connaître qu'est-ce qu'il peut faire. Mais l'écoute, elle est hyper importante. Je peux pas commencer à me dire, bon bah voilà, on est en manque de spécialistes de l'informatique, moi tous les gens que je vais voir, je vais leur vendre de l'informatique, quoi, et puis point barre. Et au moins, on sera content, on en aura des spécialistes. Bah non, c'est pas comme ça. Ce que je vous propose, adjudant, c'est que on écoute un 3e titre de votre choix, de votre playlist. Pareil, on ne va pas dire le titre pour le moment, on va d'abord l'écouter pour la découvrir et on se retrouve dans un court instant. Musique. J'avais une petite pensée nostalgique, mais je suis chaud comme un boycott du Dakota. Sinon si tu veux j'ai aussi un beau crâne. Tu sais tant que c'est pas du whisky coca. Non j'ai rien qui peut te donner mal au crâne. Bref tu peux choisir mais en tout cas c'est à moi un verre de rhum. Du Guatemala car ma gorge est malade, donc il suffit d'un bon sérum. Je veux pas de gin, tonic, de vodka pomme. C'est à moi un verre de rhum. Du Centenario, quel que soit le scénario, ou viens boire un verre de rhum. Un cigare, un dictador avec Oudicador. C'est à moi un verre de rhum. Du Guatemala car ma gorge est malade, donc il suffit d'un bon sérum. Je veux pas de gin, tonic, de vodka pomme. C'est à moi un verre de rhum. Du Centenario, quel que soit le scénario, ou viens boire un verre de rhum. Un cigare, un dictador avec Oudicador. Tu sais ton frollo qu'adore son verre de rhum. C'est comme un Chicano sans bandana.
ce serait alias en l'épisode des Bahamas. Ou un chinois avec l'accent du Canada. En tout cas tu sais bien que comme chaque occasion a son sérum. Ce soir j'ai opté pour celui du Panama. Avec Captain Nemo, jus d'ananas. Et son poteau Kraken Goyave et banana. Y'a pas de nana, on est juste entre des frérots de l'ancienne école. Comme d'hab c'est pas une soirée, c'est un commando. Remplis le lève, ton verre ou check de l'épaule. Jusqu'à ramper comme un dragon de Komodo. Accommodant, on sait comment bien recevoir de mon équipe. Apparemment c'est pas les cas autour de vous. En fait c'est pas que tu nous vois toujours posé dans le carré vip. C'est que le carré vip il est autour de nous. Bref, serre-moi un verre de rhum. Du Guatemala quand ma gorge est malade. Donc il suffit d'un bon sérum. Je veux pas de gin, Tony, de vodka pomme. Serre-moi un verre de rhum. Du centenario, quel que soit le scénario. Ou viens boire un verre de rhum. Un cigare, un dictador avec Oudi Cador. Serre-moi un verre de rhum. Du Guatemala quand ma gorge est malade. Donc il suffit d'un bon sérum. Je veux pas de gin, Tony, de vodka pomme. Serre-moi un verre de rhum. Du centenario, quel que soit le scénario. Ou viens boire un verre de rhum. Un cigare, un dictador avec Oudi Cador. Yo, serre-moi un verre, je suis toujours en haut de la food chain. Je suis de retour sur un beat vieilli en fût de chaîne. Vladéry m'a rangé, un rappeur XO, rien n'a changé. Même pas peur quand je kick sous, canne à sucre ou mélasse, quelle que soit l'occasion. Jamais je ne me lasse de cette magique potion qui libère ma parole de ses inhibitions. Et je touche le pactole quand elle booste mon inspiration. On lâche la bride, jamais épuisé. On m'appelle le druide, alors viens t'aromatiser. Wesh la squada, la puissance est vestimentaire. Mais ne m'en veuillez pas, elle est aussi dans mon verre. Soleil dans le gosier, voyage sans suer. Petit pas trop grossier, censuré. Et c'est sûr que tu vas teaser pour nous écouter. Alors n'oublie pas qui t'a marabouté. Serre-moi un verre de rhum. Du Guatemala quand ma gorge est malade. Donc il suffit d'un bon sérum. Je veux pas de gin, Tony, de vodka pomme. Serre-moi un verre de rhum. Du centenario, quel que soit le scénario. Ou viens boire un verre de rhum. Un cigare, un dictador avec Oudi Cador. Serre-moi un verre de rhum. Du Guatemala quand ma gorge est malade. Donc il suffit d'un bon sérum. Je veux pas de gin, Tony, de vodka pomme. Serre-moi un verre de rhum. Du centenario, quel que soit le scénario. Ou viens boire un verre de rhum. Un cigare, un dictador avec Oudi Cador. Serre-moi un verre de rhum. J'ai dit serre-moi un verre, j'ai dit serre-moi un verre, j'ai dit serre-moi un verre de rhum. Après celui-là j'arrête, je vais pas finir j'arrête. Serre-moi un verre de rhum. Un cigare, un dictador, un cigare, un dictador. Viens boire un verre de rhum. Avec Oudi Cador, frôle Oudi Cador. Serre-moi un verre de rhum. Du Guatemala quand ma gorge est malade. Donc il suffit d'un bon sérum. Je veux pas de gin, Tony, de vodka pomme. Serre-moi un verre de rhum. Du centenario, quel que soit le scénario. Ou viens boire un verre de rhum. Un cigare, un dictador avec Oudi Cador. Serre-moi un verre de rhum. Du Guatemala quand ma gorge est malade. Donc il suffit d'un bon sérum. Je veux pas de gin, Tony, de vodka pomme. Serre-moi un verre de rhum. Du centenario, quel que soit le scénario. Ou viens boire un verre de rhum. Un cigare, un dictador avec Oudi Cador. Salut, c'est Jérôme Anthony. Je vous demande de vous arrêter sur West Track Radio. Voilà, donc là on a entendu un morceau qui s'appelle Serre-moi un verre. Don, ce qui est une bonne idée. Oui, interprété par Don Cool D. Alors je crois que c'est quelqu'un qui est dans votre entourage, Adjudant Davy. Voilà, donc c'est un clin d'œil. Bon, je veux commencer par dire avec modération. Attention, voilà. On va pas tout de suite tomber dans les clichés. Bon, j'ai quelques origines antillaises pour pas vous le cacher, mais voilà, on va rester quand même dans la modération avec ça, d'accord ? Et donc, effectivement, c'est un clin d'œil parce qu'effectivement, c'est pour vous montrer encore une fois que dans l'armée de l'air et de l'espace, on a tellement de profils de gens. Voilà, c'est un collègue de travail tout simplement qui écrit de temps en temps un petit peu de musique. Voilà, pour ceux qui voudraient un petit peu découvrir sa discographie, il fait encore d'autres choses. Hein. Vous retapez le nom du chanteur, donc vous dites et vous verrez, il y a d'autres titres. Mais voilà, moi c'est un petit coup de cœur pour ce titre. Donc voilà le pourquoi du comment de cette chanson. Donc on le répète pour nos amis auditeurs, Don Cool D. Et là, on a entendu ce soir, Serre-moi un verre. Voilà.
Laurent. Bah vas-y, serre-moi l'envers, non? Ouais, non. Non, bah là, un non. verre d'eau, Non, un verre d'eau. on est à l'antenne. c'est ça. On ne boit pas à l'antenne. C'est pas prévu. Restons sobres. On arrive vers la fin de l'émission dans peu de temps. Effectivement, on va faire un petit crochet. On en parlait tout à l'heure par Top Gun. Parce qu'en fait, Top Gun, sorti en 1986, va amener un certain engouement. Ça va être le premier film, effectivement, sur les avions de chasse, sur les pilotes, voilà. Sauf, effectivement, vous l'avez expliqué, c'est pas l'armée de l'air, c'est un petit peu la Navy, on va dire, aux États-Unis. Et ça a amené un certain engouement, notamment sur le recrutement. Alors, est-ce qu'en France, la France a pu obtenir aussi ce même engouement-là? Alors, il faut quand même dire un truc, on en avait parlé avec l'adjudant Davy lors de la préparation de l'émission. Tom Cruise, il a le brevet de pilote, hein. Donc c'est vraiment un mec il y va, hein. Donc il y a pas de souci. D'ailleurs, si je ne m'abuse aussi, cette année, Tom Cruise a été médaillé par l'armée de l'air et de l'espace, non? Il a eu quelque chose, il a eu une distinction, non, cette année? Alors oui, en fait, il est officiellement membre d'honneur de la communauté des pilotes de chasse français. Voilà. Donc c'est un titre honorifique que lui a remis la patrouille de France mi-novembre sur la base aérienne dans le sud de la France à Salon-de-Provence. Il est trop fort, ce Tom. Est-ce qu'effectivement, ce film a vraiment amené de l'engouement, même en France, sur le recrutement, sur l'envie d'aller dans l'armée de terre et de l'espace, d'après vous? Alors, l'armée de l'air. L'armée de l'air. Oui, en 86, l'armée de l'air. Non, mais il n'y a pas de souci. Non, effectivement, alors, ça peut effectivement créer des vocations, créer des engouements. Il faut faire attention aux engouements. C'est-à-dire que le métier de pilote au sein de l'armée de l'air et de l'espace, c'est un métier qui reste, je dirais, accessible à vraiment des gens soit ultra motivés, soit qui sont vraiment déjà, je dirais... on va dire, intégrer un petit peu à des brevets de pilote ou au moins des brevets d'initiation aéronautique. Enfin, on peut pas se réveiller du jour au lendemain et se dire je vais passer les portes du CIRFA pour devenir pilote. D'accord ? Il faut réellement se rendre compte des aptitudes qu'ont ces gens-là. Après, effectivement, on va pouvoir avoir des recrutements de pilotes, je dirais, à un niveau un peu plus bas, entre guillemets, pour aller devenir pilote de drone, par exemple. Chez nous, on va aussi avoir des pilotes de drone. Maintenant, ce recrutement-là reste quand même effectivement réservé à l'élite. On est sur déjà des recrutements forcément post-bac, bien sûr, avec donc soit des passages, je vais dire plutôt donc en suivant le cursus prépa, intégration à l'école de l'air pour devenir ingénieur aéronautique et en fonction du résultat d'une visite médicale, parcours d'apprentissage du pilotage, ou alors pour des jeunes qui donc ont déjà au préalable de solides connaissances de l'aéronautique avec au moins des BIA, voire déjà des petits brevets de pilote, une possibilité à l'issue juste d'un baccalauréat de passer des épreuves spécifiques au domaine du pilotage. On vous envoie 4 jours à Tours et on voit réellement si vous avez des aptitudes pour devenir pilote. Si vous réussissez bien ces tests et que vous réussissez la visite médicale après, vous allez aussi pouvoir partir sur un cursus de pilotage. Par contre, vous ne serez pas ingénieur aéronautique comme ceux qui sont passés par le cursus que j'évoquais précédemment. Voilà. C'est vraiment les deux façons de devenir pilote chez nous et ça reste des métiers difficiles. Alors, il n'y a pas que des avions de chasse, hein. Il y a aussi, il faut le souligner, des avions de transport, parfois des plus petits avions pour la reconnaissance, et voilà. Donc, il n'y a pas que des avions de chasse. Tout à fait. Donc, avion de chasse le plus connu étant le Rafale, il nous reste aussi quand même quelques Mirage 2000. Après, on va avoir effectivement des avions de transport avec le dernier en date qui est le A400M. Ouais. Et on va avoir après toute une autre gamme d'avions de transport. Hein. Vous savez, on a aussi des hôtesses de l'air au sein de l'armée de l'air et de l'espace. Donc, on a des avions plutôt de gamme classique civile, A330, A340. On va avoir vraiment beaucoup d'avions. Donc, forcément, pour piloter ces avions, les pilotes, hein, qui sont tous des militaires, même s'ils pilotent des avions de transport plutôt de ligne civile, même s'il y a toujours estampillé République française sur ces avions. On va avoir des pilotes d'hélicoptères, forcément, et on va aussi avoir des pilotes de drones. Donc ça veut dire concrètement, si j'ai des lunettes à triple foyer, ça va pas le faire. Concrètement, vous avez tout compris. Les lunettes à triple foyer, on peut recruter des gens au sein de l'armée de l'air et de l'espace avec des corrections visuelles, il n'y a pas de problème. Ouais. Maintenant, pour devenir pilote, effectivement, les corrections visuelles, ça va être compliqué. On va accepter une légère correction visuelle pour nos pilotes de drone. Pour les autres, je doute fort que vous passiez le cap de la visite médicale, effectivement. Mais en fait, si on regarde bien, il n'y a que Pete Mitchell
Michel qui a presque 60 ans et continue à voler et à voler à Mach 10. Top Gun 1 et Top Gun 2, vous les avez vus ces films, mon adjudant ? Alors oui, bien sûr, j'ai vu ces films. Alors Top Gun 1, je vous avoue, j'étais tout jeune. Top Gun 2, j'ai eu la chance de pouvoir le voir en avant-première, voilà, grâce à un événement qui avait été organisé notamment au Pâté Gaumont à Rouen, dont on était partenaire. Donc effectivement, c'est assez récent. Donc après, effectivement, il y a des choses plutôt vraisemblables, on va dire, dans tout ce qui est manœuvre aérienne, alors notamment passer sous des zones de détection radar, etc. Bien sûr, c'est des vraies tactiques, on va dire, de vol. Maintenant, effectivement, voler à son âge et prendre de tels facteurs de charge, je pense qu'il a un très bon médecin, Tom Cruise. Par contre, on est bien d'accord, il n'y a pas de clignotant sur l'avion pour doubler. Non, on n'a pas encore équipé ça. Non mais alors moi je vous invite sincèrement, c'est une petite aparté, je vous invite, si vous ne l'avez jamais vu mon adjudant, de regarder 2 films qui existent, notamment un qui s'appelle, c'est un film des années 80 aussi, qui est sorti après Tom Cruise, c'est un film parodique qui s'appelle Hot Shot et c'est sur l'armée. Alors là par contre vous me régalez quand vous me dites ça. Bien sûr que j'ai vu Hot Shot. Ah mais c'est à mourir de rire. C'est à mourir de rire, avec notamment celui qui a des lunettes pas possibles. Fausse couche, il s'appelle. Fausse couche, tout à fait. Donc, c'est génial parce que. Fausse couche. C'est John Cryer qui fait Fausse couche. Donc voilà, donc pour ceux qui n'ont jamais vu Hot Shot, regardez Top Gun et regardez Hot Shots derrière, c'est à mourir de rire, sincèrement. Vous confirmez, adjudant Davy? D'ailleurs, Hot Shot, il faut aussi regarder Rambo, etc. C'est un très bon film, Hot Shot, justement, sur les parodies, entre guillemets, militaires. Oui. Vous parliez peut-être un peu de notre temps des vidas, etc. Mais en fin de compte, oui, ça mettait une image parodique sur les armées, mais voilà, ça reste de la parodie, ça reste de l'humour, donc il faut aussi profiter de ce genre de film-là, voilà, bien sûr qu'il faut, c'est important. Adjudant Davy, il faut que je vous fasse la remarque, parce que tout à l'heure, moi j'ai hésité à la faire, mais là, je me dis que c'est le moment ou jamais. Moi, quand j'entends adjudant, vous savez qui j'entends? J'entends Louis de Funès qui s'adresse à son adjudant Michel Galabru dans Les Gendarmes de Saint-Tropez. Je suis chaud. Et Gerbert. Mais oui, mon adjudant. Je suis désolé, mais j'ai cette image de Louis de Funès. Je vous écrivais un petit compliment, mon bon adjudant-chef. Bon, là, c'est pour la blague, mais je pense que la plupart d'entre nous, on a cette référence. Oui, mais Cyril, c'était quoi le but de l'émission ce soir? On l'a dit en préambule. C'est de dépoussiérer l'image de l'armée de l'air. Donc là, tu es en train de nous faire un feedback, on retourne en arrière. Non, mais c'est important. Ça fait partie du patrimoine. C'est important, mais en flux en vous, c'est une thérapie. Il faut le sortir. Et vous allez voir, ça va aller. Donc on est bien d'accord que la façon dont les films, le gendarme de Saint-Tropez avec l'adjudant Gerbert et le Cruchot, c'est de la blague tout ça, c'est de l'histoire ancienne. Écoutez, je vais continuer à parler de l'armée de l'air et de l'espace et je vous laisserai faire une émission sur la gendarmerie avec des amis gendarmes conseillers en recrutement et qui vous répondront, à votre question. Mais voilà, je ne pouvais pas ne pas vous en parler. C'est pas moi, la gendarmerie, c'est pas ma gamelle. Voilà, je me mêle pas de ça. Mais bon voilà, je suis content, j'hésitais à vous en parler, mais voilà, après tout, on est là aussi pour... Comme quoi, vous voyez, donc là, on vient indirectement de dépoussiérer encore une fois les choses, parce que adjudant qui est avec nous ce soir a beaucoup de sens d'humour, et puis voilà, et on est tous des humains, tout simplement. La question que j'ai envie de vous poser, adjudant Davy, c'est est-ce qu'il y a dans l'émission que nous avons faite ce soir sur West Track Radio des questions que nous n'avons pas posées, ou en tout cas des choses que vous auriez aimé dire et que nous n'avons pas eu l'occasion de vous les faire dire? Non, je vais juste aborder des dispositifs effectivement qui pourraient être intéressants parce qu'on a parlé beaucoup de recrutement 17-30 ans, mais il existe aussi quand même des dispositifs à partir réellement de 12 ans. C'est-à-dire qu'en fait, pour ceux qui voudraient découvrir l'armée de l'air de l'intérieur, il existe déjà ce qu'on appelle des escadrilles air jeunesse. Alors ça, effectivement, il faudra habiter plutôt près d'une base aérienne si on veut suivre ce genre de dispositif, parce qu'il faut être présent tous les mercredis sur une base aérienne. C'est ce qui va un petit peu remplacer, je dirais, entre guillemets, une licence sportive, quoi. Et donc, dans ces escadrilles air jeunesse, en interne, outre le fait de vous faire passer déjà un brevet d'initiation aéronautique, on va vous faire découvrir plein de métiers qu'il y a sur nos bases aériennes, vraiment de l'intérieur, en immersion. Donc, on vous donne une tenue vraiment un petit peu de pilote, là. C'est une espèce de
voilà, c'est plutôt de pilotes concrètes mais bleues. Enfin voilà, on est déjà un petit peu intégré à l'armée de l'air et de l'espace, et c'est vraiment des dispositifs intéressants pour pour des jeunes qui voudraient plus tard après travailler dans le domaine de l'aéronautique. Il existe aussi d'autres dispositifs à partir de 16 ans, ce qu'on appelle une PMI-TDN, c'est-à-dire en gros pareil des immersions sur nos bases, mais là qui vont durer 2 semaines d'affilée. Ces immersions-là se passent notamment sur la base aérienne d'Évreux, soit pendant les vacances de février, pendant les 2 semaines, soit pendant les grandes vacances d'été, pendant 2 semaines aussi. Et le fait de suivre cette période d'initiation militaire peut vous faire amener derrière à passer 1 semaine supplémentaire de FMIR, c'est-à-dire formation militaire initiale du réserviste, et là vous devenez réserviste pour l'armée de l'air et de l'espace. Ce qui fait que, quelques jours dans l'année, ponctuellement, on peut vous solliciter pour venir mener des missions un petit peu, soit dans votre domaine, si vous êtes, je sais pas moi, très sportif, on peut vous faire des missions en tant que moniteur de sport sur nos bases ou autre. Je vous parlais de l'avant-première qu'on a vue au Pathé-Gaumont, que j'ai pu voir au Pathé-Gaumont. On avait 2 réservistes de la base aérienne qui étaient là, l'une qui faisait des études de droit, et l'autre, je me rappelle plus vraiment ce qu'elle faisait comme métier, mais pareil, qui était étudiante, et qui en parallèle était réserviste, et chaque journée de réserve est bien entendu rémunérée. Donc voilà, ça peut vous permettre à certains jeunes, soit de prendre ces périodes de réserve en tant que job d'été par exemple, ou en tout cas de faire un petit pécule. Donc voilà, je voulais parler de ces dispositifs-là. Ça se passe sur la base aérienne, mais en tout cas, si vous voulez avoir des informations sur tout ça, n'hésitez pas à aller sur notre site internet ou vous rapprocher de nous. Et puis, je tenais quand même à vous remercier d'avoir pu me laisser vraiment en liberté de parole et de m'avoir accordé vraiment tout ce temps d'antenne. Merci Monsieur Ligori pour l'invitation, et merci vraiment à toute l'équipe pour votre accueil vraiment chaleureux, et puis votre bonne humeur et votre sympathie. En tout cas, non, merci à vous, parce qu'effectivement, c'est grâce à vous en fait, c'est vous qui nous avez suscité cette envie, tout simplement, parce qu'effectivement, l'engouement auquel vous parlez de votre métier, ça fait plaisir à voir, et je pense sincèrement que susciter aussi l'envie, même si ce n'est pas votre fonction première, en ayant un tel discours et un tel engouement, ça ne peut que faire, au moins de se poser la question et de cheminer vers l'armée de l'air, et c'est tout à votre honneur. Voilà, on tenait aussi à vous le dire. Merci beaucoup. Alors, je vais vous annoncer une nouvelle, c'est que nous arrivons à la fin de l'émission, Adjudant Davy. Donc, évidemment, Laurent, Alain et moi-même, nous vous remercions de nous avoir fait confiance. C'est la dernière émission de l'année 2022. Donc, on est le lundi 19 décembre 2022. Oui, Alain. Oui, Alain me fait des grands signes. On a juste oublié de demander à l'adjudant justement comment le contacter. Oui, parce que c'est quand même très intéressant dans l'histoire. J'allais y venir. C'est la dernière de l'émission, mais il est bien évident qu'on ne peut pas finir cette émission sans vous demander comment on peut vous contacter si on est intéressé. Justement, c'est quoi la meilleure manière de procéder? Alors, on est présent, forcément, on a un site internet officiel qui est le www.devenir-aviateur.fr. Donc devenir-aviateur.fr, notre site officiel. Donc voilà, le mot aviateur, ça veut bien dire un personnel qui travaille au sein de l'armée de l'air et de l'espace, et non pas forcément un pilote, puisque souvent j'entends aviateur, je pourrais pas faire aviateur, j'ai le mal de l'air. Non, aviateur, c'est bien des personnels de l'armée de l'air et de l'espace. Voilà, donc devenir-aviateur.fr. Après, forcément, on est aussi présent sur tous les réseaux sociaux. On va avoir des comptes armée de l'air, voire même CIRFAROUAN, sur Instagram, sur Facebook. Tous les réseaux sociaux, on est présent dessus. Et si vous voulez nous rencontrer directement, vous pouvez venir donc soit à Rouen, au 112 avenue du Mont-Riboudet. Donc là, on est présent toute la semaine, du lundi au vendredi, de 8h à 17h. Ou alors, je me déplace aussi, un conseiller en recrutement de l'armée de l'air et de l'espace se déplace au Havre sur rendez-vous 2 mercredis par mois, donc le 2e et le 4e mercredi du mois. Donc si vous voulez
nous rencontrer directement au Havre. On se rend au 232 boulevard de Strasbourg et en gros c'est là où l'armée de terre a son centre de recrutement. Voilà, donc vous appelez directement à Rouen, donc vous retrouvez nos coordonnées forcément sur internet, en tapant CIRFA, en tapant recrutement armée de l'air, tout ce que vous voulez, de toute façon vous trouvez nos coordonnées et effectivement vous appelez à Rouen si vous voulez aussi un rendez-vous au Havre. Pour ceux qui seraient d'Évreux, il y a aussi une permanence sur Évreux qui est assurée tous les mercredis. Parfait, je crois que tout est dit. Voilà. Absolument. Parfait. Eh bien, écoutez, on vous remercie à nouveau. Alain, je te remercie de m'avoir alerté. Il n'y a pas de quoi, je suis là quand tu veux. Même si la question, je l'avais un peu oubliée, mais je l'avais quand même en tête. Donc voilà, tout est dit, tout est réparé. Donc nous, chers amis auditeurs, voilà, on l'a annoncé, c'est la dernière émission de l'année 2019. On va se retrouver. De l'année 2019 je ne sais plus ce que je raconte. Non, mais... L'année là, 2022. tu parles pas de Top Gun, mais de Retour vers le futur. Oui, c'est-à-dire que je pensais à la date du 19 décembre et j'ai confondu le jour et l'année. Voilà, c'est des choses qui arrivent. Il est temps qu'on s'arrête. Il est temps de faire une pause. Oui, il est temps. Donc oui, je vous le disais, on se retrouvera donc en début d'année 2023. Absolument. Le 16 janvier 2023, nous serons de retour avec des inédits. Et puis, je l'annonce, et on arrive tranquillement à la 100e émission. Donc il faut qu'on réfléchisse à ce qu'on va faire, puisque la 100e émission, si tout va bien, elle aura lieu le 30 janvier 2023. On va faire un grand raout téléphonique, radiophonique. On va voir ce qu'on peut faire. Voilà. Laurent, Alain, merci d'avoir officié. C'est ça qu'on dit ? Ouais, bah oui, ça tombe bien. Et merci à l'adjudant Davy. Oui. On a passé un très très agréable moment. Merci à vous. Voilà, on va pouvoir réécouter à loisir le podcast de l'émission dès qu'il sera disponible sur le site de west-track.com. Et puis on va souhaiter, c'est le fruit de saison, on va souhaiter de bonnes fêtes de fin d'année à tous nos auditeurs. Exactement. Joyeux Noël. Et bonne fête à vous également, adjudant Davy. Et puis, on va se quitter sur un morceau parce que c'est la tradition. Je vous demande de vous arrêter. Et on a parlé de Top Gun avec vous, adjudant Davy. Devinez le titre que l'on va passer. Je vous pose la question. A priori, je crois pas me tromper en vous disant qu'on va partir sur de la BO de Top Gun. J'ai plus vraiment le titre réel en tête, mais je vous fais confiance. Alors, c'est Take My Breath Away, chanté par le groupe. Le groupe Berlin. Exactement. Voilà, donc on va se quitter sur ce titre. Voilà, ça va nous rappeler nos jeunes années dans les années 80. Et puis pour les auditeurs, quelque part, ça donne un côté poétique. Tout à fait. On finit sur une touche poétique. On vous retrouve donc dans plusieurs semaines, le 16 janvier. Merci adjudant. Et puis les amis, à bientôt. À bientôt. Merci à tous, bonne fête de fin d'année à tous. Ciao.